distingués invités, chers condisciples et amis, Ibrahima Hadj, m'inviter à prononcer une leçon inaugurale dans cette auguste école me procure un double sentiment de joie, teinté d'émotion et de gratitude pour avoir passé dans ce lieu dénommé École nationale d'économie appliquée à l'époque les meilleures années d'apprentissage universitaire, mais aussi pour avoir ainsi l'occasion de partager un peu ce qu'elle a contribué à faire de moi. Le sujet que j'ai choisi de traiter est au centre des nécessités de tout pays en quête de progrès, mais aussi constitue la colonne vertébrale de l'enseignement prodigué ici et s'intitule comme suit: Rôle de la planification dans le processus de développement, l'exemple du plan Sénégal émergent. Mais ne vous attendez pas à ce que je suive à la lettre la tradition des leçons inaugurales. Je m'en excuse, professeur. Avec un langage souvent ésotérique aux accents savants, je tâcherai plutôt d'illustrer mon propos, le thème avec l'exemple du plan Sénégal émergent, conçu à l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, à la magistrature suprême de notre pays en 2012 et mis en œuvre à partir de l'année 2014. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager avec vous les sentiments qui m'animent sous le reflux de souvenirs qui me reviennent en foulant à nouveau le sol de cette école plusieurs années après mon passage inoubliable. D'abord, un sentiment de gratitude qui m'oblige à un devoir de reconnaissance à l'égard des enseignants de l'époque qui ont contribué à faire de moi le cadre de haut niveau que je suis devenu. Certains sont là, M. Aboubakri Sow, je faisais de la gestion financière avec vous. M. Badian, véritablement, quand l'enseignement moyen pratique est passé à quasiment animation, on a beaucoup appris avec eux. M. Timéra, avec qui on a fait des stages sur le terrain, et celui qui m'a encadré au mémoire, M. Ibou Gueye, et j'avais fait mon mémoire comme quoi la planification ne me quitte jamais, à Nioro du Rip, là où je suis né, là où j'habite, et c'était intitulé pour une gestion planifiée des ressources communales, cadre de la commune de Nioro du Rip. Et à l'université d'Anvers aussi, j'ai fait mon mémoire de master sur l'analyse critique de la planification des investissements publics au Sénégal. C'est pour dire, je suis scotché à la planification depuis ma première année à l'ENEA. Donc, je reconnais certains d'entre eux, je l'ai dit tout à l'heure, parmi l'assistance. Et vraiment, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour leur rendre un hommage mérité. Donc, s'il vous plaît, applaudissez ces valeureux enseignants de l'époque. Ensuite, un sentiment de fierté. Je suis fier d'être un pur produit de cette école qui m'a permis d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être
M. Ibrahima Hadj est revenu là-dessus. Nécessaire pour gravir un à un tous les échelons de ma carrière au sein du département stratégique des finances. Cela n'a pas été facile, car entre la rigueur des cours théoriques à l'école et la pénibilité des activités de terrain, il fallait trouver les ressources de sérieux, de courage, de patience et d'abnégation indispensables pour réussir à décrocher son diplôme. Au-delà du prestigieux parchemin, ce sont ces valeurs inculquées par l'école que je retiens davantage, en plus de celles de fraternité et de partage qui ont structuré les relations cordiales que j'ai toujours entretenues avec mes camarades. Je vous engage, chers étudiants, à vous attacher constamment à ces valeurs qui sont les gages les plus sûrs pour garantir le succès dans les études, tout comme plus tard dans la vie professionnelle. C'est pour faire honneur à ces valeurs et exprimer concrètement ma reconnaissance à l'école qui m'a tout donné que j'ai décidé d'équiper la salle informatique qui permettra aux étudiants de disposer d'un outil rénové, moderne et adapté à l'ère du temps. Mesdames et messieurs, chers étudiants, pour aborder le sujet de ma communication, commençons d'abord par définir le concept dont il est question aujourd'hui, la planification. La planification peut être définie comme un exercice d'anticipation réaliste des perspectives de développement et comme un ensemble de procédures et de méthodes de mise en œuvre des moyens disponibles ou susceptibles de l'être pour atteindre des objectifs jugés prioritaires. Planifier, c'est tenter d'orienter l'évolution des sociétés et des espaces vers des horizons pensés comme meilleurs que la situation antérieure ou présente. Cela conduit à rechercher la maîtrise sur l'essentiel des facteurs déterminants dans les évolutions voulues. À la croisée entre sciences exactes, quantitatives et sciences sociales, qualitatives, la planification repose avant tout sur des principes fondamentaux de méthode, rigueur et d'objectivité. Et je me rappelle de notre professeur en première année ici. On avait un cours de méthode. Il s'appelait M. Ba. En première année, ici, à l'ENEA. Il s'agit, dans tout exercice de planification, de partir des réalités d'une situation, de les analyser pour comprendre les facteurs qui les animent et les dynamiques qu'elles produisent avant de se projeter sur un futur possible et souhaité. En définitive, je dirais que la planification, c'est l'affectation dans le temps et dans l'espace d'un ensemble limité de ressources. Le plan Sénégal émergent que j'ai contribué à élaborer, à côté du directeur général du budget, M. Maguette Niang, qui a dirigé nos travaux, et à côté du directeur général de la planification, M. Bamba Diop, ici présent, que ce plan Sénégal émergent que je vous propose comme exemple n'a pas échappé à cette exigence. Si le temps l'aurait permis, je vous aurais partagé des éléments sur la méthodologie suivie pour l'élaboration du plan Sénégal émergent, les différents arbitrages qui ont été opérés et qu'il a fallu faire pour opérer des choix stratégiques, les difficultés rencontrées, les facteurs de succès
et les leçons apprises tout au long du processus qui a abouti à l'adoption du plan Sénégal émergent, devenu, oui, M. Ibrahima Aït, vous avez raison, le seul référentiel pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au service du bien-être des populations sénégalaises. Je vais donc me limiter à vous présenter brièvement le plan Sénégal émergent, très brièvement, et les progrès significatifs que sa mise en œuvre a permis à notre pays de réaliser avant de terminer par des remarques générales sur l'exercice de la planification dans le contexte actuel. Auparavant, un bref rappel historique sur l'évolution de la planification dans notre pays me paraît utile. La planification du développement économique au Sénégal, à titre de rappel historique, on se réfère au transfert en 1960 par la République française à chacun des territoires qui composaient l'ancienne Afrique occidentale française des compétences comme celles qu'elle exerçait encore, notamment en matière de défense nationale et de relations extérieures, marque la dernière étape du chemin qui menait ces territoires à l'indépendance complète. Ainsi est apparue très vite la nécessité de procéder à des inventaires des ressources et des moyens de production en vue d'organiser l'appareil économique en fonction de la nouvelle situation créée par l'indépendance. Ces inventaires ont naturellement débouché sur l'élaboration de plans de développement. Le Sénégal a été le premier pays à engager au sein de l'Afrique occidentale française la réalisation d'une étude parue à la mi-1960 et qui a servi d'élément de base pour l'élaboration du premier plan quadriennal de développement 1961-1964, devenu loi le 8 mai 1961. Ce plan formule ses objectifs et organise l'économie en prenant comme référence les travaux de comptabilité économique réalisés par le service statistique en 1959, complétés la même année par des enquêtes démographiques et agricoles et une enquête de consommation en milieu urbain à Dakar. C'est ainsi qu'au lendemain des indépendances, la gestion de l'économie incombait quasi exclusivement à l'État au regard de l'immensité des insuffisances et des contraintes structurelles, mais aussi de sa fonction principale d'assurer et de promouvoir le développement économique et social. La planification fut adoptée et des plans furent lancés. La stratégie de développement relevée dans les plans successifs visait la réalisation à moyen et long terme d'une économie nationale diversifiée, à croissance forte et soutenue, d'une agriculture dynamique et d'un tissu industriel pouvant satisfaire les besoins internes, mais aussi la demande régionale, ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des populations et d'une répartition plus équitable du revenu national. L'État était alors le principal architecte de l'édification économique, avec comme objectif d'élever substantiellement le niveau des forces productives, récupérer le surplus économique et réinvestir afin d'élargir la base de production. Les 7 premiers plans qui ont été élaborés ont été mis en œuvre selon cette optique.
Au cours de la décennie 1970, confronté à la vulnérabilité accrue de l'économie et aux difficultés de la prévision économique, dans un environnement devenu beaucoup plus aléatoire, dépendante du recours généralisé aux ressources extérieures pour financer l'investissement, sevrée de données statistiques suffisamment fiables et récentes, mais aussi prisonnière de procédures aussi lourdes et formelles, la planification rigide s'est avérée de moins en moins armée pour mettre en œuvre une stratégie de réaction aux aléas et pour programmer les investissements jusqu'au terme du plan. L'une des faiblesses majeures du plan était liée au plan et le budget. C'était l'une des faiblesses majeures. Au moment où on avait des programmes de redressement économique et financier, bref, on avait à côté des plans nationaux de développement économique, pas forcément liés. Et cette faiblesse découlait à la fois de la réduction des ressources budgétaires allouées à l'investissement public, des carences constatées dans l'évaluation et la sélection des projets lors de l'élaboration du plan et de la difficulté de programmer les projets à un horizon de 5 ans. Il devenait alors urgent, et vraiment urgent, de repenser le système de planification afin de l'adapter au contexte mouvant de l'environnement économique et financier mondial. Les bases de cette réflexion furent établies en 1987. Il s'est agi de se fonder sur les enseignements du diagnostic porté par l'évaluation du système alors en vigueur pour combler les lacunes, conforter les acquis et surmonter les problèmes posés par la duplication des procédures et des documents de planification. Procédures des partenaires techniques et financiers, procédures également internes de l'État. Le système national de planification ainsi adopté en 1987 a été bâti autour de 3 instruments complémentaires et qu'on retrouve maintenant dans un seul document qu'on appelle Plan Sénégal émergent. Je vais y revenir. Tout d'abord, une étude prospective sur la société sénégalaise et son environnement, naturel et international, afin de guider les choix stratégiques des plans d'orientation à moyen terme. Étude prospective à l'horizon d'une génération, ça a débuté avec Sénégal 2015. Une génération, c'est 25 ans, et c'est ça, l'étude prospective qui caractérisait le premier document de planification et complémentaire des deux autres. Deuxième document et instrument, c'est la loi plan d'orientation économique et sociale, révisable à mi-parcours, fixant les stratégies à mettre en œuvre et les objectifs intermédiaires à atteindre à moyen et à long terme par le gouvernement, et fournit les critères et les repères pour la sélection et la programmation des projets et actions publiques. Sénégal 2015, 25 ans. Plan d'orientation pour le développement économique et social à l'horizon de 6 ans, révisable à mi-parcours après 3 ans et fixant les objectifs et stratégies. Troisième document qui opérationnalise la loi d'orientation économique et sociale, c'est la loi programme triennal d'investissement et d'action publique, plus connu sous le nom par la suite de PTIP, programme triennal d'investissement public, ajustable annuellement sur 3 ans, ajustable annuellement, dont la partie exécutoire forme le budget consolidé d'investissement intégré dans la loi de finances.
Ces 3 horizons de planification méritent d'être bien connus. Sénégal à l'horizon de 25 ans, plan d'orientation économique sur 6 ans, révisable après 3 ans, programme d'investissement public qui opérationnalise ce plan sur 3 ans, avec la première année comme année exécutoire, budget consolidé d'investissement intégré dans la loi de finances et voté par l'Assemblée nationale. C'est le système de planification, la persistance de certaines carences constatées au cours de sa mise en œuvre, associées aux évolutions fulgurantes de l'environnement international, ont mis à jour des contraintes structurelles qui ont amoindri l'effet attendu de ce système national de planification. Venons-en à l'exemple du plan Sénégal émergent. Comme j'ai eu à le dire, l'étude prospective, c'était une génération 25 ans. La loi d'orientation, 6 ans. Le PTIP sur 3 ans avec une année exécutoire, budget consolidé d'investissement. Le PSE, c'est à l'horizon de 2035, d'une génération. Sénégal 2035, nous l'avons élaboré en 2014. Et dans ce plan Sénégal émergent, à l'horizon d'une génération, une stratégie décennale a été définie sur 10 ans, 2014-2023, avec des plans d'action prioritaires quinquennaux 2014-2018 et 2019-2023. Donc, avec l'avènement de la seconde alternance démocratique intervenue en 2012, qui a porté à la magistrature suprême son Excellence M. Macky Sall, le Sénégal a décidé d'adopter un nouveau modèle de développement. Pour accélérer sa marche vers l'émergence, cette stratégie dénommé Plan Sénégal émergent, constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et long terme à l'horizon 2035. En effet, le PSE, dont l'ambition est de mener le Sénégal à l'émergence, déroule une stratégie qui propose un arbitrage entre les nécessités d'aujourd'hui, à savoir la création de richesses pour résorber les déficits, et celle relative à la survie de générations futures. Le scénario optimiste qui postule l'émergence dans la solidarité et état de droit nécessite une nouvelle démarche sur le plan de la gouvernance. Une vision de la politique devrait accompagner le développement économique des terroirs. Les mentalités devraient aussi s'adapter à la nouvelle configuration sociétale grâce à un système éducatif rénové et fondé sur des compétences pour la transformation sociale. Cette aspiration à un mieux-être s'est déclinée en une vision qui est celle, on peut l'appeler l'étude prospective, c'est celle d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire et dans un état de droit. Voilà la vision du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 et les orientations stratégiques qui guideront les initiatives à prendre pour traduire cette vision en action et résultats tangibles pour le bénéfice des populations s'appuient sur 3 axes stratégiques. La transformation structurelle de l'économie et la croissance, la promotion du capital humain, développement durable et protection sociale. Et le 3e axe, gouvernance, institutions, paix et sécurité. La transformation structurelle de l'économie et la croissance, c'est à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emplois, d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissement. Cet axe s'inscrit dans une option de développement plus équilibrée, de promotion de terroirs
et des pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire. Cet axe, généralement, depuis 2014, absorbe 60% des ressources budgétaires programmées. Je le disais tantôt, la planification, c'est l'affectation dans le temps et dans l'espace d'un ensemble limité de ressources. Les ressources du Sénégal étant limitées, donc l'allocation doit obéir effectivement à cette rigueur que les étudiants de l'ENEA connaissent bien, parce qu'en termes d'identification, de préparation et de mise en œuvre de projets et programmes de développement, vous êtes imbattables. Le deuxième axe du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Ça passe par une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base de ressources et en favorisant l'émergence de territoires viables. C'est à travers cet axe que vous avez le premier budget du Sénégal. Le premier budget du Sénégal, c'est l'éducation et la formation. C'est la santé aussi. La santé, l'éducation et la formation sont des secteurs qui traduisent effectivement cet axe 2 du plan Sénégal émergent. Et l'axe 3, maintenant cet axe absorbé globalement entre 20 et 30% des ressources, c'est selon. Et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité, la protection des droits et libertés, la consolidation de l'état de droit et la préservation de la paix sociale. Ce dernier axe du plan Sénégal émergent absorbe entre 10 et 15% au démarrage du plan Sénégal émergent. Mais aujourd'hui, compte tenu des enjeux sécuritaires au niveau de la sous-région, cet axe est en train d'évoluer entre 15 et 20%. Et la transformation structurelle de l'économie et la croissance, qui était à peu près à 60%, cet axe se réduit au niveau des ressources publiques pour favoriser des investissements privés. Et on le verra dans les deux plans d'action prioritaires du plan Sénégal émergent. Le PAP 1 qu'on a mis en œuvre, le PAP 2, dans le PAP 1, il y avait moins de 16% de financement du secteur privé. Et dans le PAP 2, avec l'ajustement qui a été fait à la suite de la Covid, on est passé de 16 à près de 39% du secteur privé. C'est pourquoi je dis cet axe dans les PAP du plan Sénégal émergent, transformation structurelle de l'économie et croissance baisse. L'axe 2 augmente du fait du renforcement du capital humain et l'axe 3 compte tenu des enjeux sécuritaires. Ces trois axes de la stratégie permettront par leur synergie et leurs effets convergents et cumulatifs de créer les conditions de l'émergence. La réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent requiert cependant de conditions préalables au fondement de l'émergence. Il y a 6 fondements de l'émergence. Nous avons dit, on peut tout faire pour atteindre les axes stratégiques, mais il y a des fondements de l'émergence. Si on ne les règle pas, on ne va pas émerger. Et le premier fondement de l'émergence, c'est le règlement de la question vitale de l'énergie et à la mise en place d'infrastructures de dernière génération. On le verra, on serait passé à 573 MW en 2011 pour être actuellement à 1650 MW. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pour dire que la question vitale de l'énergie est en train d'être résolue effectivement dans ce pays. La réussite du PSE exige de fortes capacités d'impulsion de l'État et un leadership également affirmé. À cet effet, le gouvernement a engagé un important programme accéléré de réformes pour la modernisation de l'administration publique pour l'adapter aux exigences de performance induites par la stratégie. Comme je l'ai dit tantôt, le PSE est réalisé à travers un plan d'action prioritaire quinquennal adossé aux axes stratégiques
aux objectifs sectoriels et aux lignes d'action de la stratégie. Le PAP 1 s'est décliné à travers des projets et programmes de développement inscrits dans un cadre budgétaire sur la période 2014-2018. Ça a coûté 9 000 milliards. On est parti à Paris faire un groupe consultatif en février 2014 et j'ai eu l'honneur de présenter le plan d'action prioritaire dans sa phase 1, 2014-2018. Ensuite, nous avons élaboré le plan d'action prioritaire 2 dans sa phase 2, 2019-2023. En cours, on a pu, à partir de la Covid en 2020, tirer les conséquences de cette crise sanitaire, tirer les conséquences de la crise sécuritaire, tirer les conséquences de la crise alimentaire pour élaborer le plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré, PAP 2A, mais toujours sur la période 2019-2023. Au moment où le PAP 1 coûtait 9 000 milliards, le PAP 2 a coûté 14 000 milliards et tous ces financements avaient été bouclés. Présentement, on est en train d'élaborer, sous la coordination de toujours M. Bamba Diop, directeur général de la planification, le PAP 3 qui va couvrir la période 2024-2028. C'est pour dire que le plan Sénégal émergent donc, se décline à travers des projets et programmes qui sont inscrits dans un cadre budgétaire sur une période quinquennale. Et le cadre institutionnel permettant la mise en œuvre du plan Sénégal émergent comprend un comité d'orientation stratégique placé sous l'autorité du président de la République. C'est pourquoi vous voyez toujours au Conseil des ministres siéger le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Placé sous l'autorité du président de la République, un autre comité existe, c'est un comité de pilotage présidé par le Premier ministre, un bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent qu'on appelle BOSS, dirigé par un directeur général ainsi que des structures d'exécution. Et c'est ça qui fait le fort du plan Sénégal émergent, parce que son pilotage se fait au plus haut niveau de l'État, ce qui fait que toutes les instructions qui sont données sont relativement suivies. Et à chaque conseil des ministres, les conseils des ministres durent maintenant très longtemps, de 10h à quasiment 17h à 18h, c'est parce que tous les dossiers y sont épulchés et le ministre en charge du plan Sénégal émergent fait un rapport hebdomadaire sur l'état d'exécution donc de ce plan qui reste notre référentiel unique de mise en œuvre des politiques publiques. Les principaux facteurs de risque pour la réussite du PSE concernent l'instabilité institutionnelle. On est en train de la vaincre. Les résistances au changement, le programme de modernisation de l'administration en est une illustration. La faible appropriation, la faible mobilisation des ressources budgétaires, l'absence de ressources humaines requises pour conduire les réformes et les projets, les retards dans la mise en œuvre des réformes sur l'environnement des affaires et la modernisation de l'administration publique, les dépenses sociales imprévues, les aléas climatiques, inondations, sécheresses, la capacité d'absorption limitée des ressources, ainsi qu'un suivi et évaluation insuffisant. Combinant l'effort interne de mobilisation des ressources, puisque notre budget, nos recettes augmentent d'environ 10% par an. C'est pour dire qu'on a fait d'importants efforts de mobilisation des ressources internes. L'appui des partenaires techniques et financiers, je pense que sur la période du plan Sénégal émergent, c'est près de 14 500 milliards de francs CFA qui ont été conclus avec nos partenaires techniques et financiers sur la période 2012 jusqu'en 2022. 14 500 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour mettre en œuvre des projets et programmes. Du fait que j'ai fait 31 ans au ministère des Finances, je peux comparer. M. Ibrahim Ad disait tout à l'heure que j'ai été directeur de la coopération économique et financière à partir de 2012.
de 2000 à 2012, c'est 3 789 milliards de conventions de financement qui ont été conclues. En 12 ans. En 10 ans, de 2012 à 2022, c'est 14 581 milliards de francs CFA qui ont été conclus. Donc c'est quasiment 4 fois plus de financements qui ont été conclus. Et on verra les réalisations physiques, concrètes sur le terrain de ces financements qui ont été mobilisés. Et hier, lors des questions d'actualité, un honorable député, à une question que j'ai répondu, m'a taquiné en disant bas milliards, parce que les milliards, justement, du fait que je parle toujours du budget, donc effectivement, on m'appelle maintenant bas milliards, c'est un sobriquet que j'aime bien à l'Assemblée nationale. Étant entendu que quand on faisait notre stage à Dimbou, dans le département de Kermassar, M. Abdourahmane Niang, aménagiste, m'appelait Baflouz. On ne savait pas que demain, je serai ministre des Finances et du Budget. C'est un promotionnaire qui a fait l'aménagement du territoire et qui a fait après l'école de cadastre de Toulouse et qui est inspecteur du cadastre et qui sert au niveau de la direction générale des impôts et des domaines. À côté, il y a les douaniers, des commandants de douane, M. Niang et autres. Il y a le président de l'amicale des douanes, M. Khan, mon chef de cabinet qui est diplomate, M. Konaté, M. Lamine Khan, qui m'a accueilli au bureau primaire en 92. J'étais le chef du bureau primaire quand j'étais chargé de programme. Eux tous sont là et pour la plupart, Bamba Diop, je l'ai présenté tout à l'heure, c'est le directeur général de la planification au ministère de l'économie. Ils sont tous là donc pour effectivement venir soutenir les étudiants de l'école supérieure d'économie appliquée. En définitive, le plan Sénégal émergent devenu le cadre référentiel, je l'ai dit tantôt, de la politique économique et sociale de notre pays, ambitionne de réaliser à travers la transformation structurelle de l'économie une forte croissance inclusive et durable pour le bien-être des populations, en concentrant nos efforts sur les 6 secteurs clés du volet public du plan Sénégal émergent. Comme je l'ai dit tantôt, dans la budgétisation des ressources publiques, nous ne faisons qu'appliquer ce qui a été retenu dans le cadre du plan Sénégal émergent. 80% des ressources publiques sont affectées aux 6 secteurs prioritaires de l'économie nationale. Infrastructures et services de transport, infrastructures et services énergétiques, agriculture, éducation, formation, santé, protection sociale, hydraulique et assainissement. Voilà les 6 secteurs clés qui englobent 80% des ressources budgétisées, des ressources publiques budgétisées au Sénégal depuis l'avènement du plan Sénégal émergent. La mise en œuvre du PSE a produit des résultats remarquables dans ces secteurs prioritaires, dont je vous citerai quelques-uns à titre d'illustration. Ainsi, dans le secteur de l'énergie, consacré comme une priorité et comme un fondement de l'émergence, pour mettre à la disposition des ménages et des unités de production une énergie fiable et à moindre coût, sur la période 2018-2022, on a mobilisé quasiment 730 milliards. Au plan de la production, parce que parler des milliards c'est bien, mais ces milliards ont permis quoi? La mise en service d'une puissance électrique installée de 1650 MW. Au moment où on avait 573 MW quand on faisait le plan Sénégal émergent en 2011-2012, et on avait 911 heures de coupure. C'est l'équivalent d'un Sénégal dans le noir pendant 38 jours. Tout le Sénégal dans le noir pendant 38 jours. Parce que simplement, la puissance électrique installée était de l'ordre de 573 MW. Et avec ces 1650 MW,
dont 31% d'énergie renouvelable. Énergie renouvelable, je vais vous parler du solaire, de l'éolien et de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est très intéressant parce que c'est vrai, à l'Assemblée nationale, on me disait non, mais M. Ba, vous avez parlé des barrages de Diama et de Manantali. Comment on peut encore continuer à payer des dettes qui ont été contractées sous le régime de Abdou Diouf? C'est le terme que l'honorable député avait utilisé. Je lui avais cité effectivement ces barrages de Diama et de Manantali qui ont été négociés en 87 et qu'on continuera à payer jusqu'en 2037. Parce que simplement, ça a été négocié sur une période, effectivement, pour 50 ans. Et c'est utile pour le développement du pays. Et que donc, c'est dans notre encours de la dette actuelle. Mais c'est utile pour le développement du pays. C'est ça qui me permettait de dire qu'effectivement, l'hydroélectricité était importante et que l'endettement transcendait les régimes politiques. Donc, c'est des avancées qui sont imputables aux efforts de modernisation et d'entretien de l'outil de production d'électricité. Pour d'autres secteurs, dans le domaine vraiment de l'exploitation du pétrole et du gaz, comme on est dans le secteur de l'énergie, la production du pétrole et du gaz pour les projets Sangomar et GTA devrait démarrer et engendrer des recettes pétrolières et gazières qui devraient passer dès la première année de production de 3% à plus de 15% des recettes totales du pays. En ce qui concerne les infrastructures et services de transport, parce que je l'ai dit, il fallait régler la question vitale de l'énergie. C'était le premier poste, c'est un fondement de l'émergence. Le deuxième poste, c'est la mise en place des infrastructures. Et pour les infrastructures et services de transport, le Sénégal est en plein chantier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Les travaux routiers sont visibles. De 2012 à 2021, d'importants projets ont contribué à l'amélioration de la circulation des personnes et des biens. Les réalisations peuvent être résumées comme suit. En linéaire de route revêtue, on a fait 2526 km de route. Je ne tâcherai pas de faire des comparaisons. Retenons ceci. La moyenne annuelle de kilomètres de route faite avant a été multipliée par 4. C'est ce qui fait qu'on est arrivé à réaliser 2526 km de route. En termes de kilomètres d'autoroute, de 60 à 2012, le pays n'en avait que 32 km. On en a fait 189 sur la période du plan Sénégal émergent. En nombre de ponts, étant planificateur, j'ai toujours, depuis que je suis rentré dans l'administration, consigné les réalisations des différents plans. C'est pourquoi je suis à l'aise pour pouvoir donner des chiffres comparatifs. En termes de ponts, sur la période, on en a fait 20, alors que sur la période antérieure, les 10 ans auparavant, on en a fait 11. Le linéaire de piste, on est à 8796 km. C'est l'équivalent de 511 km de piste par an. Comme je dis, toujours, on en fait 4 fois plus. C'est ce qui explique la différence dans le financement. 3789 milliards mobilisés en 10 ans, en 12 ans, et 14 500 milliards mobilisés en 10 ans. Voilà un peu les résultats les réalisations physiques traduites en termes financiers. Toutes ces routes construites ou réhabilitées permettent de relier le Sénégal aux pays frontaliers avec des gains de temps importants, mais également en toute sécurité. Ces réalisations donc portent sur ces linéaires de route et à côté, on a le Promoville et le Puma qui réalisent aussi des routes. Le Sénégal dispose d'importantes potentialités économiques qui contribuent à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Quand j'ai terminé avec les infrastructures et services énergétiques, les infrastructures et services de transport, il faut aborder l'agriculture. Ce sont des productions records qui ont été enregistrées et qui permettent de couvrir nos besoins
à hauteur de 93% et en riz à hauteur de 63%. Effectivement, il y a des efforts encore importants à faire au niveau du secteur de l'agriculture pour atteindre effectivement l'objectif de souveraineté alimentaire. À la suite de l'agriculture, il y a l'élevage. Là également, il y a eu des bons importants qui ont été faits. Il suffit de regarder la balance des paiements du Sénégal pour voir qu'effectivement, la production annuelle laitière a augmenté compte tenu de la baisse de nos importations de lait. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, c'est disponible. Au niveau de la pêche également, il y a eu des exportations qui ont eu une valeur de près de 250 milliards de francs CFA. Il y a eu des réalisations importantes, mais là, on a beaucoup plus privilégié l'aquaculture, où les productions sont passées, tenez-vous bien, de 371 tonnes à 1374 tonnes, parce que c'est une option majeure du plan Sénégal émergent. En matière d'hydraulique, l'accès à l'eau pour tous a été atteint quasiment en milieu urbain. On est à 98,8%, tandis qu'en milieu rural, c'est vrai, il reste encore 3,5 points pour atteindre l'accès universel. On est à 96,5. L'assainissement également, on a fait des bons importants pour l'assainissement urbain, 11 points. Pour l'assainissement rural, on a fait des bons de 16,4 points. Donc, c'est vraiment des bons qui ont été importants dans l'hydraulique et l'assainissement. Pour l'éducation et la formation, également, les réalisations ont porté sur la construction de salles de classe. Je pense que effectivement, c'est un secteur très important. On a beaucoup construit de salles de classe et même on a un important programme d'abri provisoire qui est en train d'être mis en œuvre. Il n'en demeure pas moins qu'il va falloir encore poursuivre les efforts dans le cadre du plan d'action prioritaire dans sa phase 3. Dans le secteur de la santé, je pense que les nouveaux hôpitaux qui sont construits, on peut en dénombrer 9, les centres de santé 18, les postes de santé 300 et les centres de dialyse. Actuellement, nous en sommes à 21 centres de dialyse. Mais tout ça, c'est très important, mais il faut un visage humain du développement. Et c'est les marqueurs sociaux qui ont été mis en œuvre et qui ont permis effectivement d'atteindre des résultats remarquables dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et ces marqueurs sociaux sont au nombre de 6. C'est tout d'abord le programme national des bourses de sécurité familiale. Vous êtes familiarisé avec. C'est 2, la couverture maladie universelle. Vous êtes familiarisé avec. C'est 3, le développement, la DER, l'entrepreneuriat rapide. Vous êtes familiarisé à ça. C'est 4, c'est le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Mais quand on parle de PUDC, pourquoi c'est un marqueur social important? Parce que ça comporte 4 volets qui impactent directement les populations au niveau rural. C'est toujours le volet allègement des travaux des femmes, c'est le volet piste, c'est également le volet électricité. Et si vous regardez, si vous avez le PUDC, vous avez le Promoville, son pendant au niveau des villes, avec seulement 3 volets. Le volet assainissement, le volet éclairage public et le volet voirie urbaine. Après le PUDC, c'est le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, qui est encore l'autre marqueur social. Et ce sont ces marqueurs sociaux qui ont rythmé la mise en œuvre du plan Sénégal émergent aussi dans ces différentes phases, ce qui permet d'avoir des résultats importants dans l'axe 2. Et on y ajoute les 2 dernières années, le programme Xëyu Ndaw ñi pour un montant de 450 milliards à raison de 150 milliards par an pendant 3 ans. La dernière année, c'est 2023. Je pense que hier, vous avez suivi à l'Assemblée nationale les résultats qui ont été déclinés par mon collègue en charge de la jeunesse. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire, chers étudiants, du bilan de la planification et l'exemple du plan Sénégal émergent? On peut résumer ça en 5 points. Le premier élément, c'est véritablement une croissance économique saine, génératrice de moins d'inflation, excepté ces dernières années, compte tenu de l'inflation importée à la suite de la crise de la Covid et à la suite aussi de la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. Aussi avec des déficits budgétaires. Quand je parle de croissance économique saine, les professeurs d'université ici présents peuvent en témoigner, avec des déficits budgétaires relativement maîtrisés, parce qu'on arrive à financer les déficits budgétaires. On avait déjà convergé quasiment quand on faisait le projet de loi de finances 2020, où le déficit budgétaire était de l'ordre de 3%. C'est à la suite de la Covid que c'est remonté à 6,1%. Et nous sommes en train progressivement de réduire ce déficit budgétaire à la faveur de la mobilisation des recettes internes, avec la mise en œuvre de la stratégie de recettes à moyen terme. La deuxième conclusion, c'est véritablement une mobilisation satisfaisante des ressources internes et des ressources externes et une dette maîtrisée. Je ne reviens pas sur la maîtrise de la dette parce qu'on a toujours tendance à comparer certains indicateurs d'endettement du Sénégal par rapport aux autres pays, alors que les périmètres diffèrent. Pour le Sénégal, on est toujours à moins de 70% d'endettement par rapport à la norme communautaire. Au niveau de l'administration centrale, on est à 68,2%. L'autre jour, quand je faisais la conférence de presse avec le chef de mission du Fonds monétaire international, dans le cadre du programme économique et financier que nous avons conclu sur la période de 3 ans pour 1150 milliards de juin 2013 à juin 2026, j'ai eu à apporter des clarifications par rapport au taux qu'il avait donné et qui incluait les entreprises publiques et parapubliques, tandis que pour tous les autres pays, ces entreprises publiques et parapubliques, leur endettement n'est pas comptabilisé. C'est pourquoi j'aimerais toujours que dans le cadre des comparaisons, qu'on soit dans des périmètres relativement égaux. L'autre conclusion majeure de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'est un système de protection sociale renforcé. Je ne reviendrai pas sur, tel que je l'ai indiqué, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et autres. Et le quatrième qui me semble fondamental également, c'est le rattrapage infrastructurel. Je pense que tout ce que j'ai eu à développer sur les réalisations physiques dans ces secteurs-là, des infrastructures surtout, donc permettent valablement d'indiquer le rattrapage infrastructurel qui est en train de se faire. Et le dernier, c'est l'autosuffisance alimentaire qui est en marche. Parce qu'effectivement, si on arrive à près de couverture céréalière 90% et pour le riz à peu près à 63%, il reste encore des efforts à faire, mais c'est en marche. Je pense que voilà globalement ce qu'on peut dire en termes de bilan. Chers étudiants, toutes ces avancées significatives que je viens d'énumérer et qui est en train de transformer radicalement le pays ont été permises grâce à un instrument de pilotage stratégique issu d'un exercice rigoureux de planification. Vous conviendrez avec moi que mener un tel exercice est devenu plus difficile pour plusieurs raisons, dont j'évoque ici celles qui me paraissent les plus importantes. Il y a d'abord le caractère insaisissable, j'allais dire imprévisible, le facteur humain, sachant que ce dernier reste décisif dans les choix et les modes de vie, qui à leur tour influencent fortement les systèmes de production et les modes de consommation. Il est vrai qu'à l'heure de la mondialisation, l'on peut être tenté de croire à une standardisation des modes de vie et des cultures. Mais le facteur culturel garde toujours une dimension immatérielle, j'allais dire irrationnelle, qu'il est difficile de modéliser ou de schématiser pour le traduire en données objectives
dans des équations mathématiques. Ensuite, le constat est largement partagé que les contextes politiques et géopolitiques sont devenus plus complexes et imprévisibles. Il y a encore peu, le jeu politique au niveau des pays et les enjeux géopolitiques étaient plus nettement perceptibles et clairs, car fondés sur des idéologies en concurrence. Aujourd'hui, les idéologies semblent reléguées au second plan dans la formation du jeu politique au sein des États et des dynamiques géopolitiques au profit d'autres facteurs moins affirmés mais assumés par les acteurs dans leur choix. Cela accroît les risques d'instabilité au sein des pays et de conflits entre les États, pouvant remettre fortement en cause le travail des planificateurs que nous sommes. En outre, nul ne peut plus nier l'influence croissante des technologies de l'information et de la communication, dont l'impact sur l'évolution des sociétés et des espaces est difficile à saisir. Les flux d'informations qui circulent aujourd'hui sur les autoroutes du numérique et la vitesse de leur transmission sont sans précédent. Il en est de même des réseaux sociaux avec les contenus qui y sont disponibles, qui s'y échangent. Dans le même ordre d'idée, le poids et le rôle grandissant du secteur privé dans la vie économique et sociale de nos pays constituent une réalité nouvelle avec laquelle il convient de composer dans le travail de planification. Par ailleurs, le changement climatique, qui est notre cinquième axe dans le cadre de notre nouveau programme économique et financier, à travers la résilience au changement climatique, c'est pourquoi le Sénégal va bénéficier effectivement de 75% de quote-part au niveau du Fonds de résilience et de durabilité qui a été mis en place avec le concours du Fonds monétaire international. Le changement climatique donc est aujourd'hui une donnée fondamentale qu'un planificateur rigoureux ne peut occulter, surtout dans nos pays en Afrique qui figurent parmi les espaces les plus vulnérables aux effets du changement climatique et qui en subissent grandement les impacts négatifs. Les stratégies d'atténuation des effets et d'adaptation au changement climatique devraient continuer à influencer fortement l'élaboration des plans de développement, aussi bien à l'échelle nationale et internationale également. Enfin, les risques sécuritaires et sanitaires sont devenus plus pressants qu'auparavant. Un planificateur sénégalais avisé ne peut pas ignorer le contexte sécuritaire sous-régional dans lequel notre pays évolue. La pandémie de la COVID-19 nous a obligés effectivement à adopter rapidement un plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré. Je l'ai dit tantôt, même si, malgré tout, le cap du plan Sénégal émergent reste maintenu sur l'émergence à l'horizon 2035. Le Sénégal n'est plus à la croisée des chemins et il n'a plus qu'un choix, celui d'actionner efficacement les clés de la construction de notre pays, parmi lesquelles l'enseignement supérieur et la recherche scientifique jouent un grand rôle. Chers étudiants, chers professeurs, notre enseignement supérieur et notre recherche scientifique ont des acquis et des potentialités appréciables que vous avez grandement contribué à hisser toujours plus haut. Il nous appartient à tous, dans un mouvement d'ensemble, de leur donner un nouvel élan, celui de la convergence vers le développement économique en tenant compte de la grande majorité de nos concitoyens. Monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur de l'ESEA, recevez mes chaleureux remerciements pour m'avoir offert l'opportunité de revenir me ressourcer dans ce haut lieu de savoir et de recherche qu'est l'École supérieure d'économie appliquée. J'associe à ces remerciements tout le corps professoral, à vous, chers apprenants,
de l'École supérieure d'économie appliquée, je voudrais vous dire que malgré les difficultés liées à la mise en œuvre des plans de développement économique complexes, comme le PSE, il n'y a pas lieu de délaisser la planification et de s'abandonner à la fatalité. Bien au contraire, c'est dans un monde devenu complexe et imprévisible que le besoin de planification est le plus impératif. Car, comme le dit un adage, il est plus sûr pour qui veut arriver à bon port de marcher patiemment dans l'obscurité, torche à la main, que de courir vite dans la lumière sans savoir où l'on va. Merci beaucoup, cher ami Ibrahima Hadj, pour ce beau portrait que vous avez fait de ma modeste personne. Je vous remercie de votre aimable attention. Avant de terminer, de vous rassurer par rapport à certains points qui sont ressortis. Je félicite le représentant des étudiants qui a fait un beau discours et je peux vous assurer que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que le taux des sortants de l'ESEA, le taux d'insertion des sortants de l'ESEA, je ne connais pas le taux actuel. En tant que planificateur, nous devons prévoir à ce que ce taux d'insertion soit égal. Taux d'insertion soit égal au moins à 100%. Relativement à la vétusté des bâtiments, ben oui, un programme de réhabilitation des bâtiments sera planifié sur la période triennale 2024-2026 avec un paquet sur 2024, année exécutoire de l'avant-budget consolidé d'investissement. Le directeur général du budget ici présent, M. Maguette Niang, et le directeur de la programmation budgétaire, M. Cheikh Tiba, tous sortis de l'ESEA, ont pris bonne note pour soumettre à mon arbitrage ce programme que je soumettrai en rapport avec mon collègue de l'enseignement supérieur à M. le Président de la République. Et je sais, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui vient de publier, qui vient de signer le décret portant donc création, organisation et fonctionnement de l'École supérieure d'économie appliquée, suivra effectivement notre arbitrage. La sécurisation de l'assiette foncière de l'ESEA, c'est dire tellement tous les discours qui ont été faits ici, j'ai noté minutieusement toutes les requêtes qui ont été formulées et ayant en charge les domaines, je n'ai pas d'excuse pour assurer une sécurisation de l'assiette foncière de l'ESEA. Je suis un passionné de planification, mais étant de Nioro Durip, du Saloum, vous comprenez pourquoi. Voilà, il me fallait des mouchoirs pour pouvoir... Donc j'ai grandi sous le soleil. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Ça a été un plaisir de venir ici, effectivement, échanger avec vous sur ce thème. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie.